Os, j'espère que vous allez bien. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler d'une histoire qui est digne d'une grande série hollywoodienne. C'est une histoire qui est inspirante, riche et intense, mais dramatique. Vous allez vous-même vous rendre compte que les événements que je vais vous décrire semblent complètement surréalistes. Il y a eu plein de twists au cours de cette histoire, plein de miracles et de rebondissements. Certains parmi vous, parmi les générations un peu moins jeunes, ont peut-être pu suivre ces événements lorsqu'ils se produisaient. À m'entendre parler, on a l'impression que tout cela a eu lieu à l'époque où Jules César était encore vivant. Mais c'est en réalité très récent, car tout ça a commencé dans la journée du 5 août 2010. Mais bon, c'est quand même une histoire vieille de tout juste une décennie. On est le 19 juillet au moment où j'enregistre ces mots, et qui sait, si ça se trouve, je ferai la publication le 5 août 2020. Ah, ça serait tellement symbolique. Eh ben non, c'est raté pour le coup. Gros flemmard que je suis. C'est une histoire qui a ému et engagé toute une nation, le monde entier même. Les USA sont intervenus, l'Europe est intervenue, Obama est intervenu, le pape Benoît XVI est intervenu, plusieurs célébrités se sont exprimées ou bien ont contribué d'une certaine manière. Bon, je vais d'abord faire un bref résumé avant de faire une entrée de taille dans les détails. Ok, je m'excuse pour celle-là. Le 5 août 2010, 33 Chiliens commencent leur journée avec la même routine. Ils enlacent leur femme ou leur maîtresse, ça dépend de qui, puis ils se dirigent vers leur lieu de travail, la mine de San José, dans la commune de Copiapó. Ce qui semble être une journée des plus ordinaires va finalement être le début d'un cauchemar. Alors que les 33 hommes sont à 700 mètres sous le sol, la mine va subitement s'effondrer sur eux. 700 mètres sous le sol et aucune issue qui mène vers l'extérieur. La seule entrée de la mine est bloquée par un gros bloc de diorite de 700 000 tonnes. 700 000 tonnes. C'est 2 fois le poids de l'Empire State Building. C'est l'équivalent de 70 tours Eiffel. Il faudrait des mois pour la forer. Une situation qui semble juste désespérée. Et pourtant. Dans cette vidéo, on va revenir sur les événements qui se sont produits dans la mine suite à son effondrement. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment le leadership peut être instable dans une situation imprévue où des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent obligés de collaborer ensemble, le concept est assez similaire dans ce cas-ci. Je vous mets donc le lien sur le petit i en haut à droite. En effet, on va voir avec l'histoire des mineurs que les rapports humains ainsi que le leadership ont été vraiment instables et source de problèmes et de frustration. Souvent, lorsqu'un groupe est confiné dans un espace restreint, pendant de longues périodes, des actes de violence s'ensuivent et les murs se repeignent en rouge. Cette mine a été le théâtre d'événements sombres à certains moments, mais quand même affectifs à d'autres. À la base, j'étais censé me focaliser sur le leadership, mais pendant que j'étudiais ce sujet, je me suis rendu compte à quel point il était impressionnant et vaste, et vu le peu nombre de vidéos dessus, je me suis dit, tant qu'à faire, autant ne pas se limiter et explorer plusieurs autres parties de cette histoire qui sont toutes aussi intéressantes. J'espère que ça va vous plaire, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps pour préparer. Déjà parce qu'il y a eu des montagnes d'informations dessus, sans mauvais jeu de mots. Certainement cette vidéo risque d'être longue, mais j'espère qu'elle saura vous divertir jusqu'à la dernière seconde. Et surtout, j'espère qu'elle vous motivera à aller approfondir avec le livre officiel qui raconte les événements plus en détail. Je vais principalement me baser sur ce livre pour toutes les infos que je vais relayer sur cette vidéo. Il y a également un film qui a été adapté du livre et que j'ai vu également. Mais je ne me baserai pas dessus même si j'utiliserai certaines images. Je vous donnerai en fin de vidéo mon avis sur le livre ainsi que sur le film. La mine de San José abritait ce jour-là 2 équipes. Il y avait une équipe permanente de mineurs qui étaient pour la plupart des employés de San Esteban, le groupe qui gérait la mine. Cette équipe était dirigée par Luis Ursua, le chef d'équipe. La deuxième équipe était composée de mécaniciens consultants. Dans la mine de San José, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des secousses, d'assister à des tremblements ou de voir des fissures, des roches qui tombent. Une mine est réputée pour être un endroit dangereux et instable, où tout peut chavirer d'un moment à l'autre. Certains parmi les 33 mineurs avaient même déjà vécu des expériences malencontreuses. De ce fait, les secousses ou tremblements ne choquent pas les mineurs plus que ça en général, étant donné qu'ils s'y sont habitués. Sauf que ce jour-là,
du 5 août 2010, la quantité et l'intensité des tremblements étaient plus élevées que d'habitude. Des fissures étaient visibles à plusieurs endroits. La mine tremblait énormément et on pouvait entendre des gémissements de tonnerre assez forts en permanence. Au bout d'un moment, le chef de l'équipe des mineurs, Luis Ursúa, est allé voir son supérieur pour lui faire part de toutes ces anomalies qui devenaient inquiétantes. Son supérieur, qui s'appelait Carlos Pinilla, était le directeur des opérations de la mine. Carlos était un peu salaud dans les bords. Il avait la réputation d'être quelqu'un d'autoritaire, arrogant, orgueilleux. Il donne souvent l'impression de n'avoir rien à foutre du bien-être des mineurs et de leurs préoccupations. Vous voyez le genre de patron, quoi. Il n'accorde quasiment aucune attention aux inquiétudes de Luis. Il faut également savoir qu'une journée de minage peut être extrêmement coûteuse. Annuler une journée peut faire perdre beaucoup d'argent à la San Esteban. Ce n'est donc pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Il faut des arguments en béton. Carlos Pinilla, en plus de ne pas être particulièrement souciant, savait qu'il pouvait perdre sa place avec une décision comme celle-ci. Il n'allait donc certainement pas prendre le risque. Cela dit, il faut savoir que son bureau se trouve en dehors de la mine, mais que ce jour-là, il est descendu dans la mine pour sermonner les mineurs par rapport à leur laxisme qu'il avait pu remarquer. Ah, quelle ironie! Il a donc pu sentir que la mine trépidait et a même pris le soin d'en ressortir illico presto. Aux alentours de 18 h, on entendit un bruit tonitruant. Des secousses commencent et deviennent graduellement de plus en plus violents et assourdissants. De gros blocs de pierre et de gravats se mettent à pleuvoir. Les mineurs comprennent que la mine est en train de s'effondrer. Certains qui étaient à des niveaux plus élevés ont pu réussir à s'enfuir. Mais pour les 33 mineurs dont on va parler, inutile de vous dire que leur sort était moins joyeux. Lorsque l'effondrement a débuté, les 33 mineurs en question étaient dispersés un peu partout dans la mine, à des niveaux et endroits différents. Mais en s'enfuyant, ils ont tous convergé vers un endroit central qu'on appelle le refuge. Les voici donc pris au piège à 700 mètres du sol. L'entrée principale est obstruée par un gros bloc de diorite de 700 000 tonnes. Tous les autres issues et moyens de remonter sont également bloqués. Mais quand même, le premier miracle ici, c'est que tout le monde a survécu. L'effondrement en lui-même n'a causé aucun décès ni blessure grave. Alors, évidemment, tout de suite, c'est la panique générale. Tout le monde est choqué et abasourdi. Ils ne réalisent pas tout de suite l'ampleur ou la gravité de ce qui vient de se produire et ils étaient certainement très loin de s'imaginer ce qui s'apprêtait à vivre. Un homme parmi eux, en revanche, était bien conscient de la situation et comment les choses allaient évoluer. Cet homme, c'est Luis Ursúa, le chef d'équipe de la mine. Luis, en plus d'être très expérimenté, avait déjà vécu et eu vent de situations comme celle-ci. Il connaît très bien les protocoles. Il savait qu'à 700 mètres du sol, avec une pierre aussi lourde bloquant l'issue, cela prendrait des mois avant de les atteindre. Il savait également que ce n'était même pas garanti que les autorités gouvernementales prennent la peine d'engager des travaux de sauvetage. Ceux-ci peuvent être très coûteux, très longs, et les mineurs sont en général présumés morts. En général, si la survie des émurés n'est pas confirmée dans les 7 jours qui suivent le drame, alors aucune procédure de sauvetage n'est engagée. À cause de cela, la majorité des mineurs qui ont sombré dans des effondrements sont restés enterrés sous la pierre. Lui savait également que dans le meilleur des cas, même si le gouvernement avait la volonté de les sauver, cela prendrait des mois. Comment allait-il survivre pendant tout ce temps, sachant que les provisions alimentaires dans la mine étaient à peine suffisantes pour, accrochez-vous, 3 jours. Conscient que la situation est sans espoir, Luis a du mal à réagir. Il ne voulait pas faire perdre espoir aux autres et a préféré donc ne pas réagir et s'isoler du groupe pendant un moment. Ça a été vu par les autres mineurs comme une marque de faiblesse et de lâcheté.